Bien, bonjour à tous. Alors, c'est parti. Je vais essayer de commencer par vous expliquer pourquoi on a choisi ce titre au colloque, Organic Cities. Et puis on a pris un ordre, je ne sais pas si vous avez vu la première journée aujourd'hui, on l'a intitulé Making Organic Cities, c'est-à-dire la fabrique des villes organiques. Et on a placé demain le Thinking Organic Cities, c'est-à-dire plutôt la compréhension de comment fonctionne la ville. Alors, le premier sens du mot organique, il est très simple. On voit bien, et je pense qu'on l'a vu à travers l'exemple de la ville de Paris, aujourd'hui, une ville n'est pas imaginée, planifiée, décidée par un pouvoir central unique. Il n'y a pas de grand maître d'ouvrage ou de grand architecte qui est responsable de l'état de la ville tel qu'on la connaît aujourd'hui. En fait, une ville, c'est une somme de milliers, millions de transformations ponctuelles avec beaucoup d'acteurs. Et donc, par essence même, par définition, c'est organique parce qu'on a du mal à voir comment tout ça fonctionne, comment tous ces acteurs poursuivent leurs intérêts, avec quelle méthode. Et donc, c'est déjà une petite prise de recul d'appeler les villes et les territoires organiques en essayant de comprendre en fait qui procède de quelle façon, pour aller dans quelle direction, pour travailler dans quels intérêts. On a décidé de commencer par la partie opérationnelle et expérimentale, parce que ce qu'on perçoit à travers nos expériences, c'est que les réflexions qu'on a aujourd'hui sur le devenir des villes et des territoires, avec beaucoup d'attentes et de reproches, je ne sais pas si vous avez vu pendant la crise sanitaire, je crois que les villes et les villes denses ont été un bouc émissaire très pratique de toutes les frustrations que chacun a pu connaître dans son logement un peu étriqué. Donc nos villes et nos territoires aujourd'hui sont l'objet d'attentes contradictoires, fortes, d'insatisfaction généralisée. Et pour reprendre un petit peu les choses dans le bon sens, nous pensons que pour réfléchir aux villes, nous avons besoin de savoir en premier ce qu'aujourd'hui, en 2024, il est possible de faire sur le terrain. On a dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque parcelle, des potentiels, des choses qui pourraient être faites, des scénarios de transformation qui pourraient être libérés, que nous ne connaissons pas. On a un potentiel de transformation qui est invisible, qui est insoupçonné, et qui fait que lorsque l'on passe à la partie de la réflexion en termes de ville, on s'auto-bride ou on s'auto-censure parce qu'on imagine qu'un certain nombre de choses ne sont pas réalisables ou qu'il est impossible de les faire. Et donc, on va commencer aujourd'hui, avec beaucoup d'intervenants, à vous montrer que ce qu'il est imaginable de faire est beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude d'imaginer. Et on passera demain à une deuxième étape où on essaiera de réfléchir si tout ça est possible localement, au niveau de chaque projet, de chaque porteur de projet. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça veut dire sur l'aménagement global de nos villes et de notre territoire? Alors, la bonne nouvelle du jour, c'est que, et c'est René Char qui le dit, nous sommes capables de faire des choses qui dépassent notre imagination. Là, vous avez une autre définition de la ville organique, c'est-à-dire que dans la mesure où une ville n'est pas le produit de l'imagination d'un seul homme ou d'un petit groupe de personnes, mais la somme d'actions concurrentes, coordonnées, contradictoires ou cohérentes et qui s'échelonnent dans le temps, une ville, et je pense que Paris en est un très bon exemple, c'est quelque chose qui dépasse très largement tout ce que toute personne a pu imaginer ou penser ou désirer à propos de la ville de Paris. Et donc, si on est capable de faire des choses qui dépassent notre imagination, ça veut dire que pour répondre aux enjeux actuels, par exemple les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, les enjeux de biodiversité, il n'est pas impossible que la fabrique des territoires et la fabrique des villes soit aussi une méthode, un moyen pour faire des choses qui dépassent notre imagination et qui dépassent peut-être notamment nos découragements et nos inquiétudes par rapport
à un certain nombre de sujets qui sont difficiles à résoudre et dans lesquels on est un petit peu dans l'impasse et on ne voit pas comment on va progresser. La ville, elle est capable de faire plus que ce qu'on pense. Elle est capable, et elle est beaucoup plus que ce qu'on est capable d'imaginer, de planifier, de dessiner. Et donc, elle a des vertus que nous ne connaissons pas encore. Alors, la somme de nos actions, elle est imprévisible, parfois pour le meilleur. Je vous montrais Paris juste avant. Parfois pour le pire, c'est-à-dire que ce que nous pensons, planifions, décidons, finançons, réalisons, ça donne des choses que nous n'avions pas prévues, qui sont parfois meilleures que ce qu'on pensait et qui sont parfois, à l'inverse, moins bonnes. On a des effets rebonds, par exemple. Et donc, ce que je vous propose de considérer pendant les 2 jours, c'est qu'on pourrait appeler organique la recherche de méthodes de fabrication des territoires et des villes par lesquelles la somme des actions de chaque acteur est meilleure que ce que nous attendions au départ et pas pire. C'est-à-dire qu'acceptons que nous ne connaissons pas les conséquences de degré 1 et de degré 2 de toutes les actions que nous allons entreprendre, mais essayons de regarder s'il n'y a pas des façons de faire qui conduisent au résultat que la somme de nos actions est meilleure que ce que nous pensions et pas moins bonne. Alors, le sujet est que nous avons besoin que la somme de nos actions ne soit pas légèrement meilleure que ce que nous produisons aujourd'hui, nous avons besoin qu'elle soit largement meilleure. Nous avons un certain nombre de problèmes à résoudre qui sont massifs et sur lesquels nous ressentons tous que nous avons besoin de changer de braquet. C'est-à-dire que je prends par exemple l'artificialisation des sols. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on en parle. On en parle beaucoup. On fait des lois. Ça nous occupe beaucoup quand on regarde les chiffres. On voit que la baisse de l'artificialisation des sols en France, elle plafonne. C'est-à-dire que malgré tous nos efforts, aujourd'hui, vous voyez, on est sur un plateau et on continue d'artificialiser les sols de façon relativement forte. En parallèle de ça, on a des crises assez aiguës qui sont en train d'émerger sur une partie des territoires, par exemple au Pays Basque, par exemple en Bretagne, où on a pour la première fois en France des manifestations d'habitants qui ont du mal à se loger et qui sont obligés de descendre dans la rue parce qu'en fait les conditions de logement sont devenues intenables. On a en face de ça un sujet qu'on a du mal à traiter également, qui est la vacance des logements. Là, vous avez la dernière étude de l'INSEE qui est sortie. Vous voyez, au cœur de la France, on a des territoires dans lesquels on a plus de 12% de logements vacants. Et ces logements vacants sont en augmentation. Donc d'un côté, on continue de s'étaler. Ça ne baisse pas suffisamment vite. De l'autre côté, on ne construit pas assez de logements. Il y a des gens dans la rue qui nous expriment qu'ils ont du mal à se loger. Et troisièmement, les logements vacants, en fait, ils sont toujours là et ils augmentent. Clairement, on est dans la difficulté et nos progrès qui sont réels à certains endroits sont ponctuels et ne sont pas à la hauteur des objectifs que nous affichons. On a une deuxième difficulté, ce sont les effets rebonds. On a engagé depuis quelque temps des politiques massives de soutien à la rénovation énergétique des bâtiments. Quand je dis massif, c'est en 2024, 5 milliards d'euros pour MaPrimeRénov'. On voit des fraudes massives, ça c'est une chose. On voit aussi que les résultats sont 5 à 6 fois inférieurs à ce qu'on pensait, c'est-à-dire qu'en fait, les usages s'ajustent et que les gens profitent en fait des meilleures performances de leur bâtiment pour avoir un meilleur confort et que les émissions baissent très peu. Rénover de façon massive les bâtiments en France n'a pas d'utilité directe à court terme pour baisser les émissions de gaz à effet de serre et pour enrayer ou ralentir, atténuer le changement climatique. On a également des effets rebonds sur l'idée de construire moins, puisque la construction a un bilan carbone significatif et mieux. Là, on est à Bordeaux, on va construire avec des écomatériaux, une production en bail réel solidaire. Je lis
le texte de l'adjoint à l'urbanisme de la ville de Bordeaux, permettant l'accession à la propriété d'une famille. Ici, une avec 3 enfants. Une famille avec 3 enfants. L'agence d'urbanisme de Bordeaux vient de sortir une étude en ce début d'année qui vous montre, vous voyez, en haut à gauche, 2013 à 2017, augmentation de la production de logements dans le cœur de Bordeaux pour accueillir les ménages. Deuxième période 2018-2022, un ralentissement très fort. L'agence d'urbanisme de Bordeaux prévoit forte ségrégation sur les marchés immobiliers, multiplication des habitats de fortune, c'est-à-dire qu'on est en train, pour des raisons de préservation de la biodiversité et préservation de la nature en ville, et d'un certain nombre d'idées politiques, de construire moins dans le cœur, là où sont les besoins, et on est en train de reporter toutes nos difficultés à l'extérieur, dans les territoires de report. Un autre exemple d'effet rebond, plus subtil, vous avez connu cette période où on a mis tous, avec nos bonnes intentions, des ruches en ville. Les recherches montrent que les espèces qui font le miel chassent les abeilles sauvages qui sont le vecteur de la pollinisation. C'est-à-dire qu'avec nos bonnes intentions, on fait l'inverse de ce qu'on pensait faire. Donc, on a un problème de braquet, c'est-à-dire que nos solutions ne sont pas d'ampleur suffisamment significative, et on a un problème d'effet rebond, c'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose qui est apparemment vertueux, potentiellement ça produit des effets contradictoires. On connaît, au-delà de ces effets rebonds, des véritables, on peut dire, tsunamis. Là, vous avez les locations de courte durée à Saint-Malo. Vous voyez que dans la ville intramuros, on est à des niveaux d'occupation du parc qui sont considérables. Et donc, on a complètement des populations qui sont chassées du centre-ville de Saint-Malo par une sorte de voracité, alors difficile à qualifier, hein, parce elle est peut-être hyper libérale, hyper capitalistique, mais elle exploite également des règles fiscales, en fait, de la fiscalité française. Et donc c'est une sorte de mélange de notre bureaucratie d'un côté et d'un libéralisme qui en fait trouve les failles de cette bureaucratie par ailleurs. Deuxième type de tsunami qu'on connaît et d'excès, c'est nos excès de bureaucratie. Là, vous avez sous les yeux le dispositif MaPrimeAdapt qui entre en vigueur en France au début de janvier 2024. Et ce petit document, c'est le document de formation de tous les acteurs de terrain pour essayer de leur expliquer comment ces choses vont marcher. Je pense que ça se passe de commentaires, c'est extrêmement compliqué. On est le 18 janvier aujourd'hui. En fait, la plupart des gens sur le terrain n'ont pas encore compris en fait, comment ça allait fonctionner, quoi. Voilà. En fait, ces excès, ils nous montrent qu'on persiste et qu'on signe dans un modèle. C'est-à-dire qu'en fait, on continue, et on continue par l'excès. Et on persiste dans un modèle où le progrès n'est pas très clair. Là, je suis à côté de Lyon, au Minguettes, vous voyez. On voit bien qu'à une certaine époque, on avait quelques lotissements illégaux et quelques maisons de fortune. Et vous voyez, l'époque d'après-guerre, de construction des grands ensembles, avait une idée assez simple et claire de ce qu'était le progrès. Clairement, sur cette image, vous voyez qu'on a une direction d'un avant et d'un futur où l'idée de ce qu'on se fait du futur de l'habitat et du futur d'un territoire est claire. Et donc, vous avez des acteurs, l'État, mais pas seulement, qui peuvent s'engager dans cette voie et avancer. Aujourd'hui, ce modèle n'existe pas parce qu'on ne sait plus, en fait, si c'est ce modèle-là ou un autre qui est vertueux. Et comme ce modèle n'est pas sur la table, on ne sait plus si construire c'est vertueux ou pas. On ne sait plus si mettre une ruche sur un toit c'est vertueux ou si ce n'est pas vertueux. On a des difficultés à débattre ensemble et on a des clivages politiques terribles, y compris au sein de majorités municipales de grandes villes ou d'agglomérations, qui font que le paradigme pour nous aider à nous développer, construire pour accueillir les gens, n'étant pas clair, on ne sait plus s'il faut construire ou ne pas construire, s'il faut accueillir ou ne pas accueillir, et
on est un petit peu dans une sorte de flou. Alors la nature ayant horreur du vide, en l'absence de ce modèle, on a je pense que vous le voyez tous les jours, une arrivée sur la scène des peurs, une hyper-présence des risques dans toutes nos discussions. C'est-à-dire que, donc là, je vous montre des petits graphes qui sont issus d'une étude anglo-saxonne qui nous montre la fréquence avec lesquelles, dans les livres anglais, français et allemands, les mots synonymes de progrès, de futur et d'espérance sont employés dans ces ouvrages. Donc en bleu, la courbe bleue, vous voyez, qui commence à descendre un petit peu avant les années 2000, et la courbe en rouge, où vous voyez une préoccupation dans les ouvrages, dans la littérature, du risque, des dangers, de l'insécurité. Et vous voyez que ce phénomène-là, on l'a un petit peu dans notre profession, et ce que montrent ces recherches, qui est relativement intéressant, c'est que les discussions sur le progrès, ou sur l'espoir, ou sur le futur positif et constructif, précèdent dans le temps, de quelques décennies, voire plus, leur réalisation réelle dans l'économie, dans la vie réelle des habitants. C'est-à-dire que ce dont nous sommes en train de discuter tous ensemble aujourd'hui précède le type de ville, le type d'environnement, le type de territoire que nous allons fabriquer. Et donc la question c'est, de quoi devrions-nous discuter aujourd'hui, tous ensemble, pour que demain, nos territoires en fait, suivent cette voie et progressent. Alors sans doute, il faudrait discuter de Soulac, de la montée des eaux, du recul du trait de côte. Et vous voyez que ces images, elles sont sensationnelles. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais toutes les chaînes de télévision, en fait, on produit un cérémonial quasiment pour nous montrer que ce premier bâtiment allait être repris par la mer. Et en face de ça, donc je pense que ces peurs et ces sujets d'intérêt sont légitimes, mais en face, la contrepartie positive, c'est-à-dire si en face de ces dangers, on essaie de réfléchir à dans quel sens l'aménagement du territoire doit aller, on se retrouve avec des choses qui sont beaucoup moins claires, performantes et impactantes que Soulac. On a des mots-clés. Donc en face de Soulac, on a la résilience, la sobriété, l'inclusion, l'urbanisme circulaire. Vous voyez que toutes ces notions sur lesquelles on travaille ensemble n'ont pas la force symbolique, culturelle de ce que représente le cas de Soulac et ces catastrophes comme les incendies qui ont eu lieu également au bassin d'Arcachon l'été dernier. Et donc, notre paradigme positif n'est pas assez construit pour qu'on puisse repartir dans un sens qui fonctionne. Alors, nous ne sommes pas en avance. Nous sommes d'un côté dans un monde où le passé est encore là. Donc là, je vous montre une photo de Bombay. Vous avez à droite un développement d'urbanisme formel. Si on se demande de quand il date, on se dit du XXe siècle, quelque part. Donc d'un côté, le passé est encore là. On construit encore aujourd'hui des villes de cette façon-là, sous cette forme-là. Et puis à gauche, vous avez le futur, qui est informel et qui est anarchique. C'est-à-dire qu'on a notre passé, à droite ça ressemble au XXe siècle, à gauche on ne sait pas trop à quoi ça ressemble, mais c'est ce qui avance. Ce qui fait grandir aujourd'hui les villes en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, c'est ce processus informel qui est régularisé a posteriori. Là on se rapproche un petit peu de notre contexte, on est à Mayotte, l'informel à Mayotte, donc on a sur le territoire français de l'informel, c'est-à-dire des gens qui résolvent par eux-mêmes leurs conditions d'habitat. Là, vous avez l'informel plus léger à Paris, qui a été résolu démocratiquement. Voilà, on a tout simplement supprimé le futur, on va dire. Le paradigme ancien qui est encore là, développement en cours au Maroc.
Je ne sais pas à quel siècle ça vous fait penser en termes de développement urbain. Et vous avez Le Caire qui a décidé de fabriquer une deuxième capitale juste à côté de la première. Ces images résument assez bien le XXe siècle qui est encore là, néo-industriel, et l'informel auquel on n'a pas su donner une forme. Alors, finalement, la proposition de construire un urbanisme organique, c'est de se demander si notre rôle ne serait pas de rendre formel le futur, qui est aujourd'hui informel. Alors le mot organique, il est pratique, mais il a déjà été utilisé. Ce que je vous propose, c'est de regarder ces anciennes significations pour les laisser de côté et nous concentrer sur autre chose. Donc le mot organique, ça peut laisser penser à du design, donc c'est pas comme ça qu'on le prendra. On ne va pas discuter pendant ces 2 jours de formes un peu rondes qui nous font penser à des éléments de la nature. On ne va pas discuter non plus de ceux qui peuvent avoir la chance de vivre en pleine nature, au contact direct de la rivière. On ne discutera pas non plus de végétalisation des façades ou de survégétalisation des images en 3 dimensions produites par les architectes. On ne discutera pas non plus de limitation des formes de la nature dans des balcons ou dans des formes d'immeubles. On va plutôt prendre le sens du mot organique comme une certaine façon de répondre à des besoins ou à des désirs. Alors, je vous propose de ranger les choses en 3 colonnes. À droite, le paradigme néo-industriel duquel on sort. Vous l'avez vu sur les images qui ressemblent à celles du XXe siècle. En fait, ça ressemble à des choses planifiées, relativement standardisées. À gauche, le do-it-yourself, l'informel, en fait, qu'on a vu sur les autres parties de la carte. Et puis, au milieu, on va essayer de construire l'organique. La première chose, si on essaie d'aller dans cette direction, c'est qu'il faut que le standardisé du paradigme néo-industriel laisse sa place aux sur-mesures. Ce que vous avez vu dans l'informel, c'est une somme d'actions, de briques et de brocs, avec peu de moyens, mais qui sont des actions sur mesure. Et c'est pour ça que ça a cet aspect optimisé, organique et dense quelque part. Donc le sur-mesure laisse sa place, le standardisé laisse sa place au sur-mesure. La pré-production, c'est-à-dire l'idée de produire en avance, par exemple des logements pour une certaine cible de marché, va sans doute laisser sa place, au moins partiellement, à un processus qui va répondre à une demande ou répondre à une commande. Le paradigme néo-industriel fait un pari sur l'identification d'un certain nombre de besoins d'une certaine partie de la population, prend le risque de produire pour ensuite le commercialiser. Dans le paradigme informel, les gens répondent pour eux-mêmes avec leurs propres moyens en construisant ce qu'ils sont capables de construire. On peut sans doute construire une façon de produire de la ville où on va répondre sur mesure à des besoins sur mesure. Le néo-industriel est plutôt normé, l'informel est informel, et l'organique, il va falloir apprendre à le piloter dans un système vivant. Alors, est-ce qu'on a déjà réussi à le faire ? Je pense que oui. Vous voyez, si je prends au hasard une ville européenne, vous avez Florence au milieu. On voit bien que on a d'un côté une infrastructure, une armature, une pensée, c'est-à-dire que Florence a été aménagée comme Paris a été aménagé. Et on voit que, en termes de complexité, de sédimentation et de forme urbaine, on a atteint des niveaux d'organisation de l'espace et de performance des tissus bâtis qui vont au-delà en fait, de ce qu'on a été capable de faire dans le paradigme néo-industriel. On ne va pas refaire Florence partout. Le climat n'est pas le même aujourd'hui qu'à la date de construction de cette ville, mais
on va essayer de construire une méthode, des outils, des modèles économiques, des métiers, une base de connaissances. Donc on ne va pas essayer d'imiter des formes organiques, mais de voir comment répondre sur mesure à des besoins sur mesure est une façon différente, d'une part que de laisser les gens se débrouiller tout seuls, et d'autre part que de poursuivre ce que nous avons commencé jusqu'ici, c'est-à-dire penser en avance à la place des gens, produire des objets et ensuite essayer de les commercialiser, quoi. Alors, je voudrais finir en vous montrant les premières conclusions auxquelles on est arrivé en travaillant depuis 10 ans chez Ville Vivante sur ces sujets-là, sur le sujet du logement, d'essayer de résoudre la crise du logement, en ayant travaillé dans 211 territoires en France, avec des collectivités pour lesquelles on a essayé de concevoir des stratégies sur mesure, adaptées à leur contexte, 211 collectivités, mais surtout 12 000 projets de réhabilitation ou de construction de nouveaux logements qui ont été co-conçus avec les habitants eux-mêmes, propriétaires actuels ou futurs occupants. La première chose qu'on a découverte, c'est que pour changer de braquet, si on veut vraiment atteindre plus rapidement nos résultats, nos objectifs, c'est clairement le bottom-up qui est le levier. Le bottom-up, c'est partir des besoins sur mesure et des situations particulières des habitants et de voir qu'en fait, on a des possibilités. Vous avez par exemple ici une personne âgée qui vit dans une maison seule à Bordeaux, à étage, qui va se réaménager le rez-de-chaussée avec une extension, libérer un appartement au premier étage et un studio au deuxième, et une petite maison familiale à l'arrière. On est passé d'une parcelle de 400 mètres carrés avec un habitant dedans à 7 habitants. Donc on est capable sur une petite parcelle comme ça en ville de faire un x7. Ici vous avez un habitant à Sotteville-les-Roins qui sur une petite parcelle de 150 mètres carrés, vous voyez que vous avez en haut à gauche, a mis en place un système de culture qui multiplie par 15 le nombre d'espèces présentes sur la parcelle, sur 150 mètres carrés terrain. Ici, vous avez à Épinal, la collectivité, la ville d'Épinal, qui investit 6 000 € d'ingénierie de conception, c'est-à-dire de la réflexion, du diagnostic, de l'analyse, de la conception de scénarios, pour convaincre le propriétaire de la parcelle qui vient de rénover les logements qui sont à l'avant, en fait, d'aller produire des logements supplémentaires dans un vieux hangar de 400 mètres carrés qui n'est pas utilisé à l'arrière. Avec 6 000 € d'investissement public, on arrive à déclencher 150 000 € d'investissement privé pour redonner un usage au bâtiment qui est situé à l'arrière de cette construction. C'est-à-dire un effet de levier x 30, là où aujourd'hui nos dispositifs de soutien à la rénovation ou de sortie de vacances en France sont plutôt sur des leviers de 1 pour 1, c'est-à-dire que quand l'État met 1 €, en général le porteur de projet met 1 €. Cet effet de levier, on peut l'envisager à la parcelle, et ensuite on va l'envisager à l'échelle d'îlots, c'est-à-dire qu'en fait des parcelles, il y en a beaucoup, des porteurs de projets potentiels qui ont des besoins, des désirs, ils sont nombreux également. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec des vitesses relativement faibles, à 1% par an, vous avez 20 millions de maisons individuelles qui existent en France, on produit potentiellement des quantités d'espaces, de jardins, de surfaces de plancher supplémentaires et de logements qui sont adaptés à la demande, qui sont de l'ordre de grandeur de ce qu'on produit chaque année en France. C'est-à-dire qu'en travaillant sur 1% de la ville existante chaque année, avec ces effets de levier que je vous ai montrés, qui font x7 sur les habitants, potentiellement x15 sur les essences qui sont présentes sur un terrain, x30 sur l'investissement public pour créer, engendrer des projets privés, à 1% par an, on est dans l'ordre de grandeur de ce qu'on a besoin de faire en France pour accueillir tout le monde. Deuxième chose qu'on a apprise, c'est que si on veut que l'effet rebond se mette dans le bon sens, et ça c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment contre-intuitif et qu'il faut qu'on arrive à débattre en France, il ne faut pas aller contre la nature. Ne pas aller contre la nature, c'est suivre en fait le besoin et le désir des gens. Je vous prends cet exemple d'une petite maison, vous voyez ici à gauche,
on est dans une petite ville moyenne, un investisseur achète cette maison et a pour projet de la rénover et de l'isoler. En travaillant un petit peu donc, sur non seulement son isolation, mais sur son éclairage, sur ajouter des ouvertures, sur ajouter une terrasse au-dessus du garage. Vous voyez, la terrasse au-dessus du garage, elle ne sert à rien, mais en fait, elle va commencer à construire une meilleure habitabilité de la maison. Cet investisseur arrive à accueillir Franceline, donc à Épinal, qui disait au départ « Jamais je n'habiterai ici, à Épinal. Les familles, ce qu'elles veulent, c'est un grand jardin et 2 places de stationnement. Vivre en centre-ville, ça va bien quand on est jeune, mais avec des enfants, ça ne marche pas. Et avec le Covid, tout le monde veut partir à la campagne. » Ça, c'est ce qu'elle disait avant. Et parce que l'investisseur n'a pas seulement travaillé sur l'isolation, mais qu'il a travaillé sur les fenêtres, les portes, la façade, l'isolation, les chambres en plus dans les combles, en fait, il arrive à attirer Franceline, qui habitait à 15 km d'Épinal et qui aujourd'hui surveille ses enfants qui vont jouer dans le parc qui est juste en face, je ne sais pas si vous voyez en bas à droite de l'image, depuis sa terrasse. C'est-à-dire que cette petite terrasse qui a l'air de rien, qui a été construite au-dessus du garage, c'est elle qui a fait déclencher la décision d'une famille de se rapprocher de 15 km du centre d'Épinal. Quand je regarde le bilan carbone d'une construction, et c'est des choses qu'on regardera demain, vous avez une part considérable du bilan carbone de la construction qui est liée non seulement à sa construction, c'est ce que vous avez en bas, non seulement à son système de chauffage, c'est ce que vous avez dans la dernière partie de la courbe qui est en haut, mais qui est lié aux mobilités quotidiennes que vous faites en fonction de où est située votre maison. Et donc, certes, on n'évitera pas forcément l'effet rebond sur la rénovation énergétique, c'est-à-dire que cette maison, comme elle est bien isolée, on s'y chauffera confortablement. Par contre, parce qu'on aura travaillé sur autre chose que la simple isolation et la simple performance énergétique, en fait, on va déclencher une décision qui fait que le gain carbone, on va l'avoir sur les déplacements et pas forcément au début, en tout cas sur la consommation énergétique. D'autres exemples comme ça vous montrent que, vous voyez, cette personne qui a son cabinet de psychologie en bas, son logement en haut et son grenier en haut, elle cherche à améliorer son propre confort, c'est-à-dire à construire une terrasse. Elle pense à créer l'accès indépendant à sa terrasse, à la couvrir. Le budget monte un peu, elle se dit, tant qu'à faire, si ce budget monte, j'ai mon ado qui occupe là-haut le grenier parce qu'il a envie d'être tout seul. Demain, quand il part, ça pourrait faire un logement indépendant. Dans ce cas-là, je poursuis l'accès. Et là, j'arrive quasiment à 30 000 € de travaux. Et ces 30 000 € de travaux, elle va les financer en prenant une partie de son terrain qu'elle va vendre, 30 000 € le terrain à bâtir, pour financer ses projets. Et vous voyez qu'en partant simplement d'un problème de confort, je voudrais avoir un balcon, puisque en fait en bas c'est mon cabinet et en haut mais j'ai mes pièces de vie, j'ai pas d'espace extérieur, je crée un balcon. Et quand vous suivez le désir de confort et que vous progressez, en fait on se rend compte que le braquet qu'on cherche, le x2, le x4, le x5, le x10, en fait il vient non pas quand on va contre le besoin de la personne, mais quand on le poursuit, quand on le suit et quand on imagine des scénarios qui ont en fait des effets positifs non seulement pour le confort de la personne, mais pour le confort d'autres personnes qui pourraient arriver. Je vous en passe d'autres. Rapidement, vous avez ce petit terrain de 75 mètres carrés qui sert à stationner la voiture de Céline. Céline qui a une toute petite fenêtre et qui veut agrandir sa fenêtre et qui va finir par construire non pas une grande fenêtre, mais une baie vitrée qui va donner sur une terrasse. Cette terrasse qui va être construite sur un logement qui est un logement étudiant, qui va donner sur un patio, qui va lui-même donner sur un deuxième logement étudiant. Et vous voyez que ce terrain de 75 mètres carrés, il va améliorer le confort de Céline, avec sa baie vitrée qui donne sur la terrasse. Il va créer 2 logements étudiants. Donc je suis ici à Périgueux. Et il va améliorer tout simplement les qualités du logement initial. Là encore, une maison sur un terrain, il y a 75 mètres carrés d'espace résiduel. Je suis le désir de confort de la personne. On poursuit le scénario et on crée un effet de levier important puisqu'on rajoute, enfin on multiplie par 3 le logement sur la parcelle. Troisième chose,
Et ce sera l'objet finalement de tous nos échanges aujourd'hui, et notamment de ce soir, avec 30 entreprises qui viendront nous présenter nos nouveaux métiers. Ce qu'on observe, c'est que ce paradigme organique, il est très consommateur de compétences techniques, et que faire à l'avance une production relativement standardisée, c'est compliqué, c'est risqué, et c'est un vrai métier difficile. Mais répondre de façon sur mesure à des besoins qui s'expriment différemment en fonction des personnes, c'est le niveau de complexité technique et de niveau technique supplémentaire. C'est-à-dire que pour faire ce que vous avez sous les yeux, qui est le petit village de Ramatuelle, en fait, il faut un niveau de technicité des acteurs qui fabriquent la ville qui est supérieur en fait, à ce qu'on a aujourd'hui. C'est plus intense, c'est plus consommateur de compétences techniques. Et il faut ensuite une infrastructure, c'est-à-dire une collectivité qui prépare, qui pense, qui équipe, qui viabilise et qui pense la possibilité du développement organique. Alors ce développement organique, quand il progresse, il aboutit à des choses qui sont exceptionnelles. Vous avez ici à Paris, c'est une étude de l'APUR, chaque Parisien, à 5 minutes à pied de chez lui, il a une boulangerie, une pharmacie, une presse ou une librairie. Ce n'est pas ce qui a été pensé au départ. Paris n'a pas été faite pour ça, mais une des conséquences de toutes les actions de fabrication de la ville de Paris, elle est dans ce niveau de confort-là. Ici, vous avez à Tokyo, et je vais laisser la parole à Georgie Almazan, tous les bâtiments de 2 étages ont une autorisation de création d'une activité au rez-de-chaussée. Les activités qui se développent au rez-de-chaussée de la ruelle n'ont pas été planifiées, décidées, imaginées, organisées. Elles ont été rendues possibles simplement par une règle. Et là, enfin, un dernier élément, je suis à La Rochelle. Du temps où on a construit la ville de La Rochelle, le carbone n'était pas une préoccupation. Quand je mesure aujourd'hui le bilan carbone des habitants de l'agglomération de La Rochelle, ce que je m'aperçois, c'est que la ville qui est la plus intense, la plus belle, la plus structurée du territoire, La Rochelle, a en même temps des vertus en termes d'émissions de carbone qui sont supérieures en fait aux autres. La Rochelle n'a pas été pensée pour le carbone, mais elle a des vertus de carbone. Et donc je finirai là-dessus. Nous sommes capables de produire des projets et des territoires dont les résultats dépassent en fait les simples buts qui sont poursuivis par ces acteurs. Et c'est cette idée que le paradigme de la ville organique poursuit, c'est-à-dire nous donner la confiance d'engager des actions, de construire des projets, de densifier, de rénover, d'agir sans avoir peur des effets rebonds, parce qu'en fait on est allé dans une méthode qui ne va pas contre nature, qui suit un petit peu l'aspiration et les besoins des personnes, qui s'y adaptent, qui le prévoit, qui le rend formel. Et je crois qu'en procédant de cette façon-là, on a des pistes pour résoudre les problèmes qu'on a du mal à résoudre aujourd'hui et sur lesquels on est un petit peu désemparé. Voilà pour cette introduction.